Mais ce qui se passe aujourd'hui, depuis que Christophe Colomb a achevé la mondialisation, aujourd'hui, avec le système de globalisation économique mené par le capitalisme, nous avons une mise en relation des peuples, nous avons des migrations qui sont liées à la pauvreté, à la misère, à des désirs d'imaginaire. En tout cas, nous sommes dans des situations où on n'a plus sur les espaces nationaux des monolithes culturels. Avant, c'était facile, c'était mon Dieu, ma peau, mes ancêtres, etc. Aujourd'hui, ce sont mes dieux. Dans un espace national, on le voit bien, le débat qu'il y a en France, les dieux se rencontrent, les langues se rencontrent, les phénotypes se rencontrent. Enfin, bon, on est vraiment dans ce qu'on appelle des dynamiques multitransculturelles. Multitransculturelles, le plus important, c'est le trans. C'est pas du multiculturalisme, c'est-à-dire une juxtaposition un peu étanche de plusieurs cultures. On est vraiment dans des dynamiques d'emmêlement, de rupture, de synthèse, enfin bon, des dynamiques très compliquées. Donc nous sommes en train de construire des lieux, et le lieu est multitransculturel. Pourquoi Glissant a pensé à cette idée? Simplement parce qu'il a vu la situation antillaise. Moi qui suis martiniquais et qui suis de peau noire, si on regarde simplement ma peau, on dit bon, mais c'est un Africain, puisque avant c'était ça, on avait la peau noire, on venait d'Afrique, et puis c'était simple. On écrivait en français, et puis on était français, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Je peux avoir une peau noire et être beaucoup plus proche de gens qui ont la même structure d'imaginaire que moi et qui sont blancs. Je suis plus proche de Garcia Marquez, qui est un créole américain comme moi, ou d'Aleco Carpentier, que d'un écrivain africain. Donc ce sont les structures d'imaginaire, et je suis plus proche de n'importe quel hispanophone ou anglophone de la Caraïbe que d'un écrivain français. J'écris en français, mais je n'ai pas le sentiment que ma littérature soit de la littérature française, même si elle a des relations évidentes avec la littérature française. Et je suis de peau noire, mais ma littérature n'est pas une littérature africaine, même si elle a des solidarités évidentes avec l'Afrique. Donc cette nouvelle complexité-là est importante à comprendre, parce que ce qui va faire le dynamisme à venir et qui va déterminer, et si on reste dans le domaine du roman ou de l'art ou de l'esthétique, c'est vraiment cette aptitude à s'enrichir d'une civilisation, de civilisation, d'une culture, de culture, et cette capacité que l'artiste ou que l'individu aura à pouvoir mobiliser des stimulations qui lui viennent de toutes les richesses produites par les communautés d'Homo sapiens. Ce qui fait que le lieu aujourd'hui, c'est ce vers quoi nous allons, c'est-à-dire des espaces où les dieux, où les langues, où les visions du monde sont entrées dans un phénomène qui est un phénomène de relation. Et ça, c'est important parce que on n'est pas simplement dans une question de métissage. L'idée du métissage, c'était deux absolus. Un blanc, l'absolu blanc et l'absolu noir, mettons. Et ces deux absolus se rencontrent et donnent un troisième terme qui serait un petit absolu gris. Enfin, un peu, ça c'est déjà plus relatif, mais enfin, ça donne du gris. Et là, l'idée du métissage, du métis, qui se dit toujours entre deux absolus, deux mondes, deux histoires, deux dieux, deux langues, etc., tout ça, ça ne marche plus. Tout ça, c'est déjà du passé. Ce qui se passe dans la relation ou dans le phénomène de créolisation, c'est que les absolus sont diffractés. On n'a plus d'absolu. Ce qui fait que dans les espaces nationaux, les enfants qui naissent aujourd'hui ne naissent pas entre deux absolus. Ils naissent déjà dans des dynamiques de diversité qui se sont rencontrées et ils doivent se construire de manière individuelle dans ces dynamiques de diversité diffractées. Donc on n'a plus de monolithe absolu, ce qui fait que la question du métissage est déjà une question un petit peu obsolète. Il faut nous habituer à l'idée que désormais on peut choisir sa terre natale. La terre natale n'est pas nécessairement l'endroit où on est né. On peut décider, on peut avoir beaucoup de Martiniquais qui se sentent bien au Japon. La terre natale, c'est l'endroit où on se réalise en tant qu'individu et on arrive à une expérience de plénitude ou de satisfaction. Ça peut être temporaire, mais la terre natale n'est pas une fatalité géographique. On peut choisir sa langue. On voit de plus en plus des écrivains qui se déplacent dans ces langues. Ils ont une langue de départ et puis ils écrivent dans telle langue et puis après ils passent, les exemples sont nombreux. Donc cette nouvelle complexité-là fait qu'aujourd'hui, on est obligé, par exemple si on fallait construire une anthologie littéraire, on ne peut plus une anthologie des écrivains de littérature française, ça n'a pas de sens parce que même dans un espace français, on peut avoir des imaginaires tellement différents qu'on se mettrait à mélanger des torchons et des serviettes. Ce qui fait que les anthologies littéraires, pour trouver les familles d'écrivains, trouver mes frères, mes sœurs dans la production littéraire, ce n'est pas la situation géographique qui va le donner,
ni la question d'un rapport à une langue, c'est vraiment des structures d'imaginaire qu'il faut chercher. Il n'y a plus de centre. C'est-à-dire que quelqu'un ou un pays ou une civilisation qui se penserait encore au centre du monde, comme l'Europe ou les États-Unis qui se croient au centre du monde, ça c'est une illusion. Je pense que quelque chose de déterminant peut se produire dans un petit village du fond de l'Australie, chez je ne sais quels aborigènes, etc. Quelque chose esthétiquement déterminant ou musicalement déterminant peut se produire n'importe où dans le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est sûr. Pourquoi? Parce que les stimulations, la poétique qui est essentielle, qui est la poétique du rapport au monde, atteint tout le monde dans tous les coins. Même dans la forêt amazonienne, il y a des stimulations qui viennent du monde et qui touchent ceux qui semblent un petit peu isolés. Il n'y a plus personne qui ne soit pas relié au reste du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une politique culturelle est une politique d'introduction à l'imaginaire de la diversité. Une grande politique culturelle, c'est permettre aux individus de se nourrir au maximum de stimulations qui ne viennent pas d'un espace national, mais de la diversité du monde. Ceci étant, si on est soucieux de la diversité du monde, ça veut dire qu'on protège quand même ce dont on est gardien, c'est-à-dire la langue du lieu où on se trouve, la culture, le patrimoine, ce qui fait que tous les patrimoines et toutes les langues particulières doivent être protégées. La seule différence, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement protégées par ceux qui sont nés là-dedans. C'est-à-dire que l'idéal pour sauver une langue, si on prend le cas de la langue créole, si c'est seulement les Martiniquais, les Guadeloupéens et les Guyanais qui défendent la langue créole, elle est foutue. Il faut que ça soit... ça peut être un Japonais ou je sais pas un Chinois ou un fils de La Rochelle qui se prend de passion pour la langue et qui la défend et qui l'exprime et qui etc. Tandis qu'un Martiniquais ira défendre je sais pas quelle petite langue qui est en danger quelque part. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est-à-dire que le système relationnel fait que nous avons le sentiment que le divers est une richesse, que la globalisation risque et commence à créer des zones d'uniformisation et de standardisation. Donc il nous faut préserver le divers, et la préservation du divers passe par la mobilisation de tous autour de la préservation de la diversité. C'est pourquoi nous avons proposé le mot de diversalité plutôt que celui d'universalité. L'idée d'universalité, c'était d'essayer d'extraire une espèce d'unité de la diversité. Alors que notre problème aujourd'hui, c'est comment vivre de la diversité et comment faire en sorte que la diversité soit une exaltation de l'unité et que l'unité qui est nécessaire ne soit que le témoignage, en tout cas, qu'une glorification de la diversité préservée. C'est cette problématique-là qui est au cœur, à mon avis, des politiques culturelles et des esthétiques et des productions culturelles et au cœur de la musique, de la peinture, du théâtre, de tout ce qu'on peut imaginer comme expression culturelle.